Vous pensez ne pas la connaître, mais peut-être que vous la connaissez parce qu'elle écrit aussi sous le nom de Rebecca Bighieri, qui est son pseudonyme. Alors vous êtes une des auteurs ou autrices, hein, je ne sais pas quelle... Moi je dis autrice. Vous dites autrice? Oui. Bon, alors ça y est, je viens de changer. Non, mais dites auteur, si vous voulez, il n'y a pas de problème. En tout cas, les plus audacieuses de votre génération, et vous êtes campée dans le politiquement incorrect, ça il faut quand même le dire. Voilà, je vous le dis. Mais votre écriture est aussi somptueuse que dérangeante. Donc vous êtes une empêcheuse de tourner en rond dans notre petit bocal de préjugés. Ça c'est sûr. Mais vous êtes une plus puissante, sans doute une des plus puissantes de notre époque, une richesse rare. Donc vous êtes ex-enseignante, vous avez arrêté il n'y a pas très longtemps, je crois, c'est la rentrée dernière. C'est ma première année sans élève de vie étudiante. Yes! Bravo! Vous êtes multiprimée, je ne peux pas citer tous les prix que vous avez eus, pour les 15 ouvrages que vous avez publiés, tous chez POL. Voilà, donc si, je vais quand même dire que vous avez eu le prix Livre Inter pour Arcadie, le prix Étonnant Voyageur pour Si tout n'a pas fait mon innocence, et que vous avez eu l'année dernière le prix Médicis pour la 13e heure, dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Vous avez par ailleurs commencé assez récemment une carrière au théâtre avec Les Bourrifants Autopsie mondiale, dont on aura l'occasion de dire un mot. Et donc, je le disais, vous écrivez des romans noirs sous le nom de Rebecca Bighieri. Alors, vos personnages sont presque toujours des marginaux, des membres de sectes, des noirs, voire des grosses noires, qui cumulent tout, des laissés pour compte, des méprisés, des gens surtout dont le sexe est totalement indéterminé. Ils n'ont pas l'air de bien savoir eux-mêmes s'ils sont hommes, femmes, pandas ou girafes. Hein, voilà. Donc, je voulais vous demander quel regard vous portez sur cette frange fragile de la société. Bigre, comme entrer en matière, c'était... Ouais. Donc, vous avez prévenu, hein, vous étiez prévenu. Merci pour ceux et celles qui sont là. Alors, c'est vrai que je publie sous pseudonyme ou que je publie sous mon vrai nom d'Emmanuel Bayamaktam, c'est vrai que les personnages, je les recrute un peu dans les marges, sont des gens fragiles, parfois racisés, c'est vrai, parfois indéterminés quant à leur genre, ou un peu flottants, un peu fluides. Quel regard vous portez sur eux? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'inventent dans les marges, hein, des façons de faire société, de faire famille, qui s'inventent d'abord dans les marges, avant de s'exporter, de devenir un peu plus mainstream dans la société. Et donc le regard que je porte sur mes personnages est forcément très bienveillant, quand bien même j'ai des personnages qui peuvent sembler odieux, antipathiques ou dérangeants. En tant qu'autrice, moi je les regarde de façon assez bienveillante. Alors, les bizarreries de genre ne semblent pas affecter la profonde humanité de vos personnages. Ils sont intersexués, ils sont trans, ils sont queer, des trucs entre. Tout ça se passe dans votre œuvre. C'est une humanité un peu cabossée toujours, hein, que vous recrutez, comme vous dites, mais qui est toujours intense. Alors, bon, vous avez un peu répondu, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont un peu les freaks, hein, les gens qui sont presque à la limite des fois du monstrueux, y compris, on a pas mal parlé du corps tout à l'heure, anatomiquement, avec des corps qu'eux-mêmes ont du mal à percevoir, à reconnaître, à nommer, et c'est ça qui vous intéresse hein, dans tous vos romans. Oui, c'est vrai que je m'intéresse au corps hors norme, mais avec l'idée que je peux les rendre désirables par l'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, vous parliez de mes personnages de grosses, j'ai aussi des gros, hein, j'ai souvent des grosses. Je pense que j'écris aussi avec l'objet de mon désir et que par l'écriture, j'arrive, il me semble, à rendre mes personnages aimables, désirables, intéressants et surtout,
c'est très rare finalement les beautés sensationnelles, les laideurs monstrueuses. La plupart d'entre nous naviguons un peu entre les deux. Nous sommes plutôt pas mal, plutôt passables. Mais c'est vrai que sur le plan romanesque, c'est quand même plus intéressant d'avoir soit ces beautés sensationnelles, soit ces laideurs qui confirment monstrueux. Mais mon idée, celle que je poursuis de livre en livre, c'est que il n'y a pas de raison qu'on soit exclu du désir. Voilà. Le désir, il peut aller vers des corps délabrés, des corps abîmés, des corps vieillissants, des corps invalides, des corps intersexués, des corps obèses, au contraire, d'une maigreur squelettique. C'est ça que j'installe, me semble-t-il, de livre en livre. Oui, et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que vous arrivez à les rendre formidablement beaux. C'est-à-dire que vous parlez d'une jeune fille, je pense à Farah ou à Sharon, qui sont grosses et obèses, hein, et tout le monde autour d'elle leur dit mais arrête, le fromage, le brie un peu moins, tout le monde ben voilà, il y a un regard qui est porté sur elle, qui les renvoie alors à une forme de monstruosité, et pourtant vous les décrivez comme des beautés sensationnelles. Alors je suis pas sûre, hein. Je pense qu'il faut les laisser, il faut pas avoir peur de dire que Farah est physiquement un peu disgraciée, que Sharon est effectivement très grosse. Est-ce qu'elles sont belles? Elles peuvent l'être. En tout cas, elles vont être aimées, désirées, ou elles vont au contraire susciter des colibés et du dégoût. Tout dépend des situations dans lesquelles je les fais évoluer. Mais c'est vraiment... je pense qu'il y a des lacunes en matière d'éducation sociétale, et je pense qu'on ne nous apprend pas du tout à aimer et à accepter. Encore, on peut modifier, hein, mais on peut modifier très à la marge. Hein. Oui, effectivement, il y a le sport, il y a les régimes, il y a les opérations de chirurgie esthétique, mais d'abord elles sont mal à la portée de tout le monde, puis elles ne sont pas forcément souhaitables. Donc, au lieu de nous apprendre finalement à accepter des corps qui sont, allez, ce que je disais tout à l'heure, pas forcément spectaculairement beaux, nous imposent des standards et des critères intenables et qui nous font souffrir en fait. Certainement. Alors, ce qui est amusant aussi dans vos livres, c'est que par opposition, les straight, les gens qui sont dans une certaine normalité, on va dire, c'est eux qui paraissent complètement fous ou à moitié fous. Et je voulais que vous lise un passage, justement, où Farah, c'est page 44, Farah va voir ses grands-parents. Oui. Qui sont excédés par cette jeune fille qui vient troubler leur petite routine bien proprette avec son obésité, sa Oui, alors, Farah, c'est pas Farah qui est grosse, c'est Sharon. Oui, alors, le problème c'est que comme j'ai des personnages récurrents, c'est sûr que voilà, on les retrouve de livre en livre. Farah, c'est la deuxième fois qu'elle apparaît dans un de mes romans. Page 44. Comment leur dire ce que m'inspire cette historiette? Alors là, attends, stop. On ne pas tout. Oui, ça me permet de dire que Farah vient d'apprendre une histoire qui concerne son père et son oncle, où son oncle s'est fait mal, s'est blessé. Et son père, qui est tout petit, c'est lui qui manifeste la douleur. Il est tellement effondré de voir son frère souffrir qu'il se frappe le front sur le sol. Oui, il est tellement dans l'empathie. Ça, c'est quelque chose à quoi j'ai assisté un jour. Un bébé de 2 ans qui souffrait de voir son frère souffrir, qui se cognait le front pour le rejoindre dans la souffrance. Et voilà, c'est devenu une Vous allez voir la réaction des grands-parents. Comment leur dire ce que m'inspire cette historiette? Comment leur dire que ce jour-là, si j'avais été le père de mon père, je l'aurais serré très fort contre moi, murmurant à son oreille des mots d'amour, de réconfort et de fierté, au lieu de nettoyer son front tuméfié en maugréant. Quelle tristesse qu'il n'ait pas compris qu'ils assistaient là à la génération spontanée de l'empathie chez un petit garçon pourtant élevé comme si les autres n'existaient pas, et dans une indifférence totale à leurs besoins émotionnels, à commencer par les siens. Car j'en sais assez sur Alain et Dominique pour affirmer qu'ils n'ont jamais pensé qu'à leur gueule, et que même leur fils préféré a dû pâtir d'une telle incompréhension affective. Aujourd'hui, mon père a 42 ans,
Et sa vie comme son œuvre offre un démenti éclatant au diagnostic inepte de ses parents. Non seulement il n'est pas masochiste, mais personne ne déteste la souffrance plus que lui. Et personne ne s'active davantage à l'éradiquer. Je déplore qu'il n'ait pas eu les parents qu'il méritait. Mais je suis fière d'être la fille d'un tel père. Et jusqu'à mon dernier souffle, je m'emploierai à chanter ses louanges et à servir ses vues éclairées. Merci pour cette lecture. Alors, juste pour situer un peu les choses, et dans cette communauté, en fait, c'est une communauté d'inspiration chrétienne, ils ont remplacé la lecture des évangiles par la lecture et la récitation collective de poèmes. Et en particulier, deux poèmes de Nerval, qui a donné son titre à la 13e heure. Hein. Il y a un sonnet de Nerval qui s'appelle Artémis, que j'aime beaucoup, qui m'a inspiré les 3/4 du livre. C'est la 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours c'est le seul moment. Car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière, et tu roi, toi le seul ou le dernier amant. Donc, moi, à partir de là, j'imaginais cette communauté post-Covid qui essaie de se réconforter dans la récitation collective, répétée de poèmes. Alors, Nerval, il a aussi il récite du Rimbaud, du Verlaine, du Baudelaire, voilà. Donc, et Farah grandit au milieu de ces adultes un peu illuminés. Un peu illuminé, mais c'est quand même une magnifique idée de se dire que la déité, ce qu'on adore, c'est la poésie. Hein, moi, je pense qu'il y a un grand bénéfice à réintroduire la poésie un peu dans nos vies prosaïques. Et ça n'est que mon avis. Et là, on s'y essaie, hein, particulièrement ici. Voilà. Donc, vous parliez de cette communauté, alors qui est une communauté, vous avez dit, d'inspiration chrétienne, mais qui est aussi une communauté féministe, une communauté queer, animaliste, qui a des valeurs justement qui sont un peu en marge par rapport à, disons, l'esprit du temps, on va dire. Bon, en même temps, si on suit l'évangile, moi j'imagine que Jésus était antispéciste, antivalidiste, probablement homosexuel, mais en tout cas, il prêchait, il prônait la tolérance et l'amour de tous et de toutes. Mais bon, c'est pas. Non, justement, je sais pas s'ils sont aussi. Qu'est-ce que c'était votre question exactement? Je ne sais plus, moi. Bref, quelle idée Non, c'était l'idée que c'était une secte qui revendiquait des valeurs, on va dire, un petit peu à la marge. Ils sont tous un peu étranges, ils sont tous, voilà, c'est des gens qui sont un peu des estropiés de la vie. Ah oui, ce sont des estropiés, voilà. C'est sûr, ils sont fragiles, et du coup, ce Léni, le père de Farah, qui lui n'est pas fragile, qui est plutôt quelqu'un d'énergique, de solaire, ils viennent tous un peu s'abriter sous sa houlette parce qu'il a décidé de l'énergie, de l'amour et du désir pour tous. Alors justement, ça conduit à la question suivante. Donc, chez vous, l'amour est toujours absolu, incandescent, même s'il est bizarre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des bizarreries dans le désir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours lié à la sexualité, que vous abordez avec beaucoup de naturel, même dans ses aspects les plus crus. Et finalement, on a l'impression que votre écriture est débarrassée à certains moments de toute pudeur. Et pourtant, on est à des millions d'années de la pornographie. J'ai même envie de dire que c'est votre écriture et la façon dont vous parlez de la sexualité et des relations charnelles, du désir, c'est l'exact opposé de la pornographie. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, merci, parce qu'effectivement, j'ai pas du tout envie de relever la pornographie. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé tout de suite. Hein. Je pense que c'est un avantage d'arriver à l'âge que j'ai et d'avoir beaucoup écrit. Il y a des choses que je n'aurais pas osé à 20, 25, 30 ans et qui aujourd'hui ne me posent pas tellement de problèmes. Alors, il y a souvent des scènes érotiques dans mes récits et je me les impose même parfois, d'abord parce que j'ai l'impression que c'est souvent maltraité dans les récits des autres. Je trouve qu'il y a très souvent, on sent la scène érotique dans le roman contemporain, c'est un passage mitigé, mais c'est raté. Hein, c'est mièvre, ou alors il y a des effets des pattes de voix qui sont tout à fait inutiles.
Et donc, moi, je me suis un peu fixée comme objectif, sûrement très prétentieux, d'écrire des scènes qui soient excitantes, mais en même temps qui soient politiques, parfois comiques. Enfin, je les traite avec des registres différents de livre en livre, avec des partenaires parfois inattendus, et voilà, mais j'essaie quand même de faire en sorte qu'elle reste érotique, mais pas pornographique. Enfin, j'espère qu'elle ne place pas ma lectrice, mon lecteur, dans une position gênante ou trop voyeuriste. Enfin, ça, j'en sais rien. C'est plutôt, voilà, c'est de votre ressort et pas du mien. Mais il y a cette idée que ces scènes, elles sont importantes et il faut pas les, voilà, il faut les réussir. Voilà. Je pense qu'elles sont assez réussies. Je voudrais bien qu'on lise le passage sur Farah découvre son intersexuation. Je ne sais pas si elle bien, page 88-89. Oui, Je trouvais difficile de lire le passage. oui, vous avez raison. D'ailleurs, en général, ça me met assez mal à l'aise quand on lit les scènes. Bizarrement, personne n'était volontaire. J'aime bien les écrire, mais après. Sur le visage de mon père, ce visage que j'aime plus que tout, je lis de l'inquiétude et du désarroi. Il n'a pas souhaité avoir cette conversation, mais il est désemparé que j'y mette fin de cette façon saugrenue et avec ce qu'il prend pour une langue étrangère. Il ferait mieux de lire des romans et ceux de Lovecraft en particulier. Mais il n'y a pas que Lovecraft. Et je tiens à sa disposition toute une liste de récits en prose bien plus satisfaisants que tous les poèmes du monde. Il ferait mieux de lire des romans, ça lui permettrait de mieux comprendre sa fille ou son fils adolescent. Car je n'exclus plus rien me concernant, ni pseudo-hermaphrodisme, ni vraie masculinité. Il ferait mieux de lire des romans, la seule fiction qui ne ment pas. Ça lui éviterait de vivre dans une fabulation perpétuelle et de tous nous y entraîner. Plus j'y pense, plus je sens la rage monter en moi. Et puisque mon père se tient devant moi, presque implorant, je décide de reprendre mon petit interrogatoire. Vous avez vu dès la naissance que j'étais anormale. Tu n'es pas anormal. Papa, j'ai à la fois des couilles et un vagin, et un truc qui pend, trop petit pour être un pénis et trop gros pour être un clito. Ils vous ont dit quoi, les médecins? Ils ont dit que tu étais de sexe indéterminé et qu'ils avaient ouvert une enquête. Une enquête. Je ne dis rien, mais je suis secrètement ravie. Finalement, ma passion de l'investigation tient aussi au fait que je suis moi-même une énigme à résoudre. Oui, une enquête médico-chirurgicale. Et alors, les médecins nous ont parlé d'hyperplasie congénitale des surrénales. HCS. Mon père semble prendre mon interjection pour un nouvel accès de glossolalie et l'inquiétude revient dans son regard. Il ne peut pas savoir que cet acronyme fait partie de ceux que j'ai rencontrés au cours de ma formation express en intersexuation. Merci. L'intersexuation de Farah, les enquêtes qu'on mène à la naissance quand un nourrisson finalement présente des signes d'intersexuation, enfin, c'est même très, très clinique et très cynique. Hein. On va mesurer certaines décroissances et si, voilà, si vous faites plus de 5 mm, on vous classe garçon, si vous êtes au-dessous, on vous classe fille. Enfin, c'est voilà, des choses à la fois comiques et à la fois tragiques. Et je vous remercie d'avoir choisi ce passage. Je pense qu'il était important. Alors, ce qui est extraordinaire chez Farah, on vient de voir que c'était un être déjà étrange anatomiquement, mais il faut dire aussi que son histoire est tout à fait hors du commun, puisqu'elle est née par gestation par autrui, d'un père, je préférais que vous preniez la suite, parce que qui est le père? C'est difficile à raconter, en fait. On va complètement spoiler, mais c'est pas grave. Oui, en fait, le père biologique de Farah n'est pas Lémi, qui en définitive ne joue aucun rôle biologique dans cette histoire, mais qui s'est contenté, ça n'est pas rien, d'éduquer sa fille. En fait, le père biologique de Farah, c'est sa mère. Oui, je sais, dit comme ça, c'est bizarre. Mais parce que sa mère est une femme trans. Donc elle a pu inséminer une mère porteuse, et puis ensuite elle a accentué sa transition et elle a quitté le domicile conjugal. Alors, ça paraît sérieux quand elle parle comme ça, mais c'est hilarant. Hein. Il y a des scènes absolument désopilantes où on découvre justement qui est homme, qui est femme. C'est quand même assez rigolo. Alors finalement, dans cette galaxie de personnages dont vous avez bien compris quand même qu'ils étaient tous plus farfelus les uns que les autres, on a l'impression que c'est cette fameuse Farah qui est quand même la plus rationnelle.
Et dans cette communauté, il y a certains rituels. Alors, parmi les rituels, il y a le karaoké, bien sûr, puisque c'est la musique est très liée à la poésie. Il y a l'écoute de la poésie et des prières poétiques. Et puis, à certains moments, quand même, ils ont la bonne idée que chacun suggère, que chacun des membres suggère des pistes d'amélioration pour le bonheur les uns des autres. Et Farah, alors, elle s'aperçoit, bon, c'est une adolescente qui a son mal-être adolescent, mais qui s'aperçoit quand même que toutes ces personnes de la secte passent leur temps à se plaindre de malheurs qui leur sont arrivés 40 ou 50 ans ou 60 ans auparavant, et elle a une idée de génie, et elle va proposer une voie tout à fait différente aux membres. Et on pourra en faire une petite lecture, c'est à la page 120. Votre enfance n'a pas été jolie, mais je vous propose d'en être désormais aussi fier que de vos kilos en trop ou de votre nez bossu. Car le body positivisme, c'est ça, revendiquer fièrement ses vergetures, son acné, sa cellulite, ses oreilles décollées, son prognatisme, sa calvitie, sa dentition irrégulière, au lieu d'en faire une source de complexe et de marasme émotionnel. Je continue sur ma lancée. Vous avez des enfants malheureux, il ne s'agit ni de l'oublier complètement, ni d'en parler à tout bout de champ. Faites avec votre passé comme vous faites avec votre corps. Il est là, acceptez-le, considérez-le comme tout aussi estimable qu'un autre, tirez-en du plaisir même. Les nez se froncent, les sourcils se lèvent, je les ai perdus, mais c'est exprès. Pour avoir étudié scientifiquement le cheminement spirituel de 46 membres de ma confrérie, je suis en mesure de formuler le principe suivant. Les gens jugent leur corps beaucoup plus sévèrement que leur âme. Je suis même à deux doigts de penser que l'intolérance avec laquelle ils traquent leurs défauts physiques est inversement proportionnelle à leur laxisme moral. Autant ils ne supportent pas de se voir dans le miroir, autant ils se pardonnent leurs manquements et leurs faiblesses. Autant ils se sont torturés toute leur vie avec des critères de beauté impossibles à satisfaire, autant ils ont toujours trouvé qu'ils étaient largement assez honnêtes, largement assez généreux, largement assez courageux. C'est d'autant plus absurde qu'il est beaucoup plus facile de se bonifier sur le plan moral que d'améliorer une apparence ingrate. Enfin, c'est mon avis. Oui, c'est la vie de Farah, mais je ne suis pas loin de le partager. Des narratrices très jeunes, je leur fais parfois tenir des propos très radicaux et voilà, là où moi je serais peut-être plus nuancée qu'elle. Mais cela dit, oui, là aussi faites le test. Hein. Les gens en général ils se trouvent assez sympas, assez honnêtes, assez courageux. Ils vont se focaliser sur leur contexte physique, mais ils n'auront pas de complexe en moral. Voilà, c'est la théorie de Farah, mais c'est un peu la même aussi. C'était assez bien. Alors, on sent bien que vous avez une grande tendresse pour vos personnages, et pourtant vous les mettez parfois dans des situations assez burlesques. Je pense par exemple à la scène du baptême, complètement bouffonne. Donc j'ai l'impression qu'avec la 13e heure, votre humour corrosif semble s'être affirmé. Alors, moi je tiens vraiment hein, au mélange des registres et j'aime bien qu'il y ait comme ça de la friction, de la collision entre des choses parfois très tristes, très, voire tragiques, et puis des façons d'en parler qui soient comiques, burlesques, qui est cette espèce d'hybridation constante dans le récit. Et c'est vrai que je me suis bien amusée à écrire la scène du baptême, des baptêmes, mais là encore, hein, les auteurs, autrices de romans que j'aime ne sont pas exclusivement sérieux. Je ne sais pas si je pourrais aimer un roman, ça vaut pour le roman, hein, c'est plus compliqué pour les autres genres. Si tant est que la notion de genre ait encore un sens. Finalement, les auteurs qui ont compté pour moi, que ce soit Proust, que ce soit Kafka, ils sont assez drôles. Et ça ne les empêche pas de se coltiner des sujets sérieux ou d'écrire des passages poignants. Mais s'il n'y a pas du tout d'humour, j'aurais du mal, je pense, à être lectrice de ce type de texte. Voilà. Donc là, je réagis. Pour vous, vous rigolez en lisant Proust, si je comprends bien. Oui, non, mais je ne suis pas la seule. Hein. Oui, bah,
il y a de la satire chez Proust. Hein. Enfin, il y a des scènes qui se passent dans le salon vers du vin qui sont hilarantes. Oui, le rire de Madame Vernon. Voilà, Je pourrais vous le faire Et après la collation. Il y a ça, il y a des passages très, très poétiques, et des passages qui sont poignants. Et voilà, moi je tiens à cette bigarrerie, voilà. Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler de la musique, parce que la musique, sous toutes ses formes, imprègne votre récit. Ça part de la techno, de la pop, à Wagner qui va bouleverser Lenny. La première fois qu'il entend Wagner, il y a une scène absolument magnifique, parce qu'il découvre vraiment cette beauté sublime. Mais ça va aussi, on a aussi Serge Lama, le Serge Lama à Amel Bent, ça c'est plutôt Hind qui chante sans arrêt, voilà. Et le karaoké est un des rituels essentiels De la communauté. de la communauté. Oui, alors, plusieurs choses. D'abord, c'est un roman tripartite et j'ai vraiment dévolu chaque partie à un narrateur ou à une narratrice différent, mais aussi à des genres différents. Donc, Farah, comme vous l'avez entendu peut-être dans l'extrait qui vous a été lu tout à l'heure, elle aime les romans, elle aime la fiction, elle aime le récit. Son père, il est fou de poésie, en particulier, il est fou d'une séquence lyrique qui s'ouvre avec Hugo et qui va se fermer avec Éluard. Et Hind, elle ne lit pas, mais en revanche, elle écoute de la chanson populaire. Et effectivement, c'est elle qui va écouter Lama, Sarkozy, Piaf. Et après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a un sociologue français, il y a une quinzaine d'années, Bernard Lalire, qui a très bien théorisé ça, qui l'a beaucoup mieux formulé que moi, dans un livre qui s'appelle La culture des individus, où il montre qu'aujourd'hui, et je pense que ceux qui sont là, vous pouvez faire cette réflexion, on est vraiment stratifié par des cultures différentes. Voilà, on peut aussi bien aimer l'opéra et être fan de l'OM, aller au karaoké et dire Proust. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de culture, qu'il y a plus de culture dominante. Évidemment qu'il y a une autre culture et une culture dominante et qu'il y a encore des cultures qui sont mieux vues que d'autres. Mais vous-même, si vous êtes assez honnête avec vos goûts, vous savez très bien que vous pouvez aimer Rihanna et aimer Wagner. Lire Proust et puis lire aussi peut-être des polars un peu plus bas de gamme. Donc voilà. Non mais c'est très bien parce que là vous me conduisez à parler de votre ouvrage théâtral, Autopsie mondiale. Alors là c'est, accrochez-vous, hein, heureusement que vous êtes assis. C'est une pièce qui raconte la discussion entre Britney Spears et Michael Jackson au cours d'un concert qui a eu lieu, je ne sais plus où d'ailleurs, Le 10 septembre 2020. la date, oui, le 10 septembre, ça on peut pas Au Madison Square Garden, c'est la veille des attentats, donc le concert passé complètement inaperçu. Et à partir de là, vous inventez une fiction autour de Britney et Michael. Autour de Britney et Michael, avec deux autres personnages qui interviennent, c'est Autopsie mondiale et Le Phare. Oui. Voilà, c'est quatre personnages de la pièce. Oui, alors Autopsie mondiale, c'est né du désir que j'avais depuis longtemps d'écrire sur Michael Jackson. Alors Michael Jackson, il est à peu près dans tous mes romans. À commencer par La Princesse 2, que j'écrivais au moment où Michael est mort, j'ai intégré la mort de Michael à mon récit. Mais parce que Michael, c'est vraiment... il aurait pu être un de mes personnages. En tout cas, il synthétise beaucoup de choses qui m'intéressent. Hein. Il est ni noir ni blanc, il est ni jeune ni vieux, il est ni homme ni femme. Bon, il se trouve que maintenant on sait qu'il était aussi pédophile et c'est problématique. Et ma pièce, elle est née de ça, en fait. Quand j'ai commencé à dire autour de moi que je voulais écrire une pièce dont Michael serait le personnage principal, je me suis heurtée à des objections émanant souvent de très jeunes gens que j'aimais, des acteurs et des actrices que je sollicitais pour cette pièce, et qui m'ont dit non, Emmanuel, tu ne peux pas écrire sur Michael Jackson, parce que Michael Jackson, c'est un pédocriminel. Et en fait, c'est devenu l'argument de la pièce, c'est-à-dire que cette pièce, c'est en quelque sorte le procès plus ou moins posthume de Michael Jackson. Alors que fait Britney dans cette histoire? Là, ça vient du fait qu'effectivement, le 10 septembre 2001 à New York, Britney et Michael ont fait un duo. C'était les 30 ans de carrière de Michael, et il a invité Britney, qui était toute jeune, à chanter avec lui sur scène. Et ils ont chanté The Way You Make Me Feel. C'est très facile à retrouver sur Internet. Hein. Moi, j'adore ce duo.
Elle, on sent qu'elle est un peu paralysée parce que l'a obligée à porter des talons de 15 cm, donc elle ne peut pas danser, donc elle arpente la scène. Lui, il la suit comme il le fait dans le clip de The Way Magnifié. Et ça, c'est le point de départ de la pièce. Et puis, Qu'on la lise, parce qu'on a prévu une lecture. oui, j'espère que vous allez lire ce début d'action. Mais après, voilà, arrive un personnage qui veut lâcher Michael, qui veut l'effacer, l'annuler, puis un personnage de fan qui prend sa défense. Et j'ai fait un peu dialoguer tout ce qui en moi aime Michael Jackson et tout ce qui en moi aujourd'hui se dit que, effectivement, c'est pas bien de l'aimer. Oui, allez-y. On peut lire des livres. Michael porte la tenue qu'il avait le 10 septembre 2001. Chemise bleue satinée, ouverte sur un t-shirt blanc, perruque noire à la Cléopâtre. Il chante et danse l'intro du The Way You Make Me Feel, a cappella. Britney arrive, petite robe verte, ultra courte, talons vertigineux. Elle arpente la scène un peu chancelante avant de se casser la figure. Je ne veux pas danser avec ces talons. Si quelqu'un sait comment on fait, si quelqu'un peut m'apprendre, une femme, si possible. J'en ai marre que des traves perchées sur des talons de 12 viennent me donner des leçons de maintien. Dehors les traves, les trans, tout ça. Je veux de la femme biologique. Merci. Je ne suis pas transphobe, hein. Je défends juste le territoire de la féminité. La féminité, c'est moi, au cas où vous demanderiez. Ne dis pas ça, ne dis rien. Rien, c'est déjà beaucoup vu tout ce que tu dégages par ailleurs. Tous les signaux non-verbaux dont tu satures littéralement l'atmosphère. Tais-toi, Britney. Je suis un spécialiste de la communication non-verbale, alors ne me raconte pas d'histoire. Tu n'es pas une femme, tu es une machine de guerre. Avec ta petite robe, tes talons, ta blondeur de pacotille et tes pleurnicheries. Merci encore. Ton mot dernier. Et Colonial, c'est vraiment une aventure collective. Hein. Autant les romans, j'écris tout seul, enfin au café, mais quand même très seul. Autant le théâtre, désormais, enfin, puisque effectivement c'est la deuxième pièce que j'écris, je le conçois comme un travail collectif. C'est-à-dire qu'il y a eu une première version du texte que j'ai confiée à un metteur en scène et à des comédiens, et ensuite il y a eu des va-et-vient entre eux et moi. J'ai modifié et réécrit le texte en fonction de ce qui passait, ce qui passait pas, ce que eux proposaient, parce qu'ils sont très inventifs. Et j'espère que la pièce elle va tourner l'an prochain, j'espère qu'elle ira jusqu'à La Rochelle. Je ne me rappelle plus vraiment le planning des tournées. Mais ça a été une très grande joie de voir mon Michael et ma Britney sur scène au Théâtre de la Tempête, dans le bois de Vincennes. En tout cas, c'est extrêmement drôle. Alors, dans cette pièce, on retrouve votre intérêt pour la religiosité, en général, puisque... bon, là, je spoil un peu, hein. Oui, on crucifie. Hein. Puisque Michael se retrouve crucifié, rien que ça. Hein. Et dans vos thématiques récurrentes, il y a toujours l'idée, depuis Arcadie hein, d'ailleurs, hein, de la communauté spirituelle, de ces gens qui vont vivre ensemble autour d'un idéal qui les sauve de la trop grande communauté du monde. Sont tous ces êtres en déshérence sociale qui sont tous trop étrangers pour être acceptés. Comment ça se fait que cette idée de communauté, alors vous ne voulez pas les sectes, non, c'est pas les sectes, il n'y a pas de dieu. C'est pas alors, j'imagine des communautés, je les fais vivre. Pourquoi je dis que ce ne sont pas des sectes? Parce qu'il n'y a pas de fonctionnement sectaire. Les communautés que j'ai imaginées, que ce soit dans Arcadie, dans la 13e heure, on y entre et on en sort comme on veut. Celles qui les dirigent n'exercent pas de bourrage de crâne, de lavage de cerveau sur les adeptes. Donc il y a une forme de liberté qui me semble aux antipodes du fonctionnement sectaire. Alors, pourquoi je m'intéresse aux communautés? D'abord, je dirais que je m'intéresse à tout ce qui relève d'une tentative d'entrer en dissidence. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais en plaisantant de Jésus, mais ça a dû être ça, les premières communautés chrétiennes. Une tentative de vivre autrement et d'entrer en dissidence. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est que la communauté, c'est extrêmement problématique. Je pense que le salut viendra de ces petits noyaux de dissidence et de réflexion et collective. Et en même temps, la communauté, ça peut très vite aussi être le communautarisme dont on voit bien
que c'est dangereux. Donc, toute l'ambivalence de la communauté, j'essaie de l'écrire d'une façon qui ne soit pas trop rationnelle et trop dogmatique, mais ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois que des gens essaient de se donner d'autres règles que celles qui sont en vigueur, et qui sont souvent aliénantes et coercitives. Oui, c'est ça. En fait, on a quand même l'impression que vos romans, chacun à leur façon, et le théâtre maintenant, remettent en cause l'idée de normalité, s'interrogent sur qu'est-ce que c'est que la norme, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe à la marge. Oui, c'est ça, voilà. Enfin, comment dire si la norme, c'est ce que je disais à l'instant, si la norme ne nous fait pas souffrir, pourquoi pas la norme? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui se sentent niés, discriminés, humiliés par des normes, par des standards, par des critères, et que si par la fiction on peut faire souffler un peu de liberté sur l'échiquier social, ça me paraît salutaire. Mais oui, voilà. Oui, alors, il y a aussi un autre aspect, c'est que on l'a senti dans les lectures, votre écriture peut être qualifiée parfois d'un peu trash, d'un peu cru, d'un peu violent, dérangeant. D'ailleurs, vous dites vous-même, moi j'écris pour déranger, hein, pas pour plaire. C'est quand même un credo. Et pourtant, vous êtes nourri de littérature classique et tous vos romans montrent quand même une érudition assez extraordinaire. C'est-à-dire que vous écrivez vraiment avec les mots des autres. Oui. Vous allez me prendre pour une plagiaire. Non, alors, érudition extraordinaire, non, justement, érudition assez scolaire et patrimoniale. Hein. Souvent, les références enfin, les textes que je fais circuler dans mon texte, je vais revenir sur cette façon d'écrire, ce sont plutôt des grands noms de la littérature. C'est pas justement une érudition hors norme. Ah non, je n'ai pas parlé d'érudition pointue, mais quand même, il y a quand même ouais. Alors, l'idée, c'est que moi, écrivant, j'ai quand même le sentiment de m'inscrire dans une espèce de lignée ou de famille, et donc, alors, je suis quand même dans l'hommage, dans le tribut et dans la différence par rapport à ces autrices et ces auteurs qui, pour moi, ont été des expériences radicales et décisives. Mais effectivement, il y a aussi une forme de désinvolture parfois dans ma façon de les citer ou de les convoquer, parce que effectivement, voilà, je sample, j'échantillonne comme ça des formules, des stylistiques, des vers, des phrases qui m'intéressent, et je vais les tisser, les tresser à ma propre phrase. Donc, on n'est pas dans le plagiat, d'abord parce que je remercie tout le monde à la fin, et puis parce que ça doit représenter 0,5% du texte global. Mais quand j'aime une phrase, une expression, j'ai envie de l'extraire du socle dans lequel je l'ai trouvée pour la remettre en circulation, et peu importe hein, si celles qui me lisent n'identifient pas la référence à Rimbaud, à Corneille, ça n'a aucune importance. Je pense qu'en me lisant, on va sentir une espèce de noyau d'étrangeté, quelque chose qui fait que la phrase dissonne, enfin, elle n'est pas telle qu'on s'attendait à ce qu'elle soit. Mais c'est quand même plus, hein, je ne suis pas là en train de tester les lectrices en se disant qui va repérer que là il y a du La Fontaine et là il y a du Rimbaud. Surtout que c'est totalement invisible. C'est-à-dire que. Je n'ai pas de guillemets, ni de. Il n'y a pas de guillemets, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas. C'est fait tellement finement qu'on ne sent pas. Il faut vraiment connaître la citation pour précisément la reconnaître et la repérer, parce que c'est totalement intégré, et c'est là que c'est pas du tout un exercice d'érudition, justement. C'est totalement intégré au texte. Mais alors à la fin, vous avez l'honnêteté dite de citer tous les noms. Je ne peux pas les lire, mais ça va de Mallarmé à Madame de Lafayette, en passant par René Char, par Lovecraft, par Huxley. Donc vraiment une culture très diverse, très variée, très universelle, on a envie de dire aussi, qui nourrit la vôtre. Et ça vient aussi du fait que souvent, au point de départ d'un livre, en tout cas ceux que je publie sous mon nom, il y avait Artémis de Nerval, parfois ça va être une phrase d'Ovide, ça peut être un hestiche de Rimbaud.
Là, par exemple, je pense que je vais recommencer à écrire très prochainement un livre, et je suis un peu hantée par une phrase de Valérie, un vers de Valérie, un alexandrin, c'est « heureuse à la hauteur du temps de gerbes belles ». Bon, c'est là je parle, peu importe, je ne sais même pas pourquoi je me rappelle de cette phrase, mais je sais que d'une certaine façon, elle va assimiler le livre à venir. J'en ai une autre de Mallarmé aussi qui me trotte par la tête, et je ne sais pas, hein, peut-être qu'elles vont disparaître ensuite recouvertes par des strates d'écriture, mais mon point de départ, c'est souvent les mots des autres. Et je pense que je suis autrice parce que je suis lectrice, et chronologiquement, j'ai d'abord été lectrice, et quantitativement, même dans ma vie, je passe plus de temps à lire qu'à écrire. Et donc, citer, multiplier les références, convoquer des autrices et des auteurs dans ma phrase à moi, c'est ma façon de rester lectrice, même en écrivant. Alors, vous avez, dans une interview, vous avez déclaré avoir été enfanté d'ailleurs par les grands auteurs, donc une vie très personnelle de la famille. On a pas mal parlé de la famille aujourd'hui, et vous dites finalement, ceux qui m'ont enfanté, c'est Proust, Baudelaire, Beckett, etc. Et que vous leur devez une espèce de filiation, comme c'est votre vraie famille. Hein. Or, la famille est un thème central dans toute votre œuvre. Plus exactement, la famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire l'absence d'amour dans des familles où tout le monde est d'un égoïsme délirant. Enfin, la famille dysfonctionnelle, je ne connais pas beaucoup de familles fonctionnelles, mais il y en a. Il y a des familles mais tous mes enfants sont là, donc je vous remercie. Non, mais il y en a des plus dysfonctionnels que d'autres, bien sûr. Mais c'est la phrase de Tolstoï, hein, de la famille, hein, toutes les familles heureuses le sont de la même façon, les familles malheureuses, elles le sont de façon différente. Enfin, je cite très mal, je suis désolée, mais sur le plan romanesque, de toute façon, c'est beaucoup plus intéressant de décrire ce qui dysfonctionne que ce qui fonctionne de façon harmonieuse. On n'a pas d'histoire. Mais tant mieux pour vous, pour votre famille. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un peu toutes les générations. Il y a les grands-parents avec leur propre parcours, leurs enfants, puis les petits-enfants. Et toutes ces générations-là ont des relations plus ou moins étonnantes, soit d'amour, d'empathie, pas du tout d'ailleurs évidente. Hein, je pense à un autre roman dont je viens, où c'est la grand-mère, Nelly, qui était une ancienne star, une femme très coquette, qui va se prendre d'amitié pour cette jeune fille, pour sa petite fille adoptive. Il n'y avait rien qui pouvait les relier, et il y a un véritable amour qui va naître entre ces deux femmes. Oui, alors Nelly, c'est aussi un des personnages récurrents. Hein. Elle est dans quasi tous les livres. Ça, des fois, je oui, un peu parce que c'est normal. Parce que finalement, j'ai l'impression d'écrire un seul livre, un peu protéiforme. Mais bon, il y a de la capillarité de livre en livre, des personnages qui sautent de livre en livre, des thèmes évidemment qui reviennent. De toute façon, on n'a pas le temps d'écrire sur grand-chose hein, dans une vie d'autrice. Moi, je sais bien que je m'en tiendrai à quelques obsessions et je ne vais pas chercher beaucoup plus loin que ces obsessions-là. Mais dans la famille que je décris, que je raconte, il y a du dysfonctionnement, mais il y a aussi ce que vous décrivez. Il y a souvent, je sens souvent les grands-parents, alors pas dans la 13e heure, mais souvent j'ai une grand-mère un peu positive, et surtout dans les familles que je décris, il n'y a pas que du biologique, parce que par exemple, voilà, dans Je viens, Sharon est adoptée donc Élise, c'est sa grand-mère, c'est pas sa grand-mère biologique. Voilà. Je montre aussi que finalement, on peut souvent primer de façon abusive la biologie et les liens du sang. Alors, ce qui me frappe aussi dans vos romans, c'est la coexistence de la beauté et de la bizarrerie, finalement quelque chose de très bolérien. Je trouve qu'on retrouve cette alliance étrange. Oui, bah alors après, on en a déjà parlé, mais effectivement, pour moi, ce qui m'intéresse, ce qui provoque chez moi un choc esthétique, c'est pas les quantités, oui, c'est énorme, c'est sûr. Et on écrit un peu avec ses goûts quand même, et avec ses désirs. Donc, voilà. Mais bon, effectivement, Baudelaire fait partie de mes figures obsessionnelles. On lit un autre passage, c'est page 288-289. Ils n'arrivent pas plus à vivre qu'ils n'arrivent à dire l'impossibilité de cette vie. Ils en sont réduits à des exclamations, à des bouts de phrases.
Et c'est là que j'interviens, parce que, contrairement à eux, j'ai des mots pour la difficulté d'être et pour la douleur d'être au monde. Je n'ai aucun mérite à les avoir, vu que ce ne sont pas les miens, mais ceux des poètes. Ces derniers ayant sur les romanciers l'avantage inestimable de ne pas écrire à la truelle, avec un début, un milieu, une fin. La poésie ne se laisse pas plus que la vie tronçonnée en chapitres ou en épisodes. Je ne suis même pas sûre qu'il soit indispensable de l'attribuer à un auteur plus qu'à un autre. À la 13e heure, nous récitons du Nerval, du Rimbaud et du Ronsard en un même flux intarissable et indistinct. Si nous sortons réconfortés de cette récitation, c'est parce qu'elle nous connecte directement à nos émotions les plus puissantes, sans l'intermédiaire encombrant de l'auteur, ses postures embarrassantes ou le folklore de sa biographie. Selon Farah, je suis de mauvaise foi en ma haine du roman, et ma haine du roman est totalement infondée. Mais il me suffit de penser à Flaubert pour me convaincre que je suis dans le vrai et m'ôter toute envie de lire Madame Bovary. Je ne vois pas en quoi la vie de Flaubert est plus dérangeante que celle de Nerval. Au moins, il n'est pas pendu à une grille d'égout. Elle a parfaitement raison. Mais je déplore que sa raison la conduise à préférer les chiens noirs de la prose au routinement du vers. Sans parler d'expérience, je vois bien que la lecture de romans est une activité abrutissante, dont ma fille s'extirpe à grand-peine pour revenir à la réalité. Alors que la lecture ou l'écoute d'un poème est une méditation active dont on ressort plus fort et plus vivant. Merci. Les chiens noirs de la prose, ça n'est pas de moi, c'est Hugo. Et rutilement, alors c'est un mot, un seul, mais pour moi il vient du bateau, c'est Rimbaud. Voilà. Je lui ai pris un mot, et Hugo, je lui ai pris une expression nominale. Voilà. C'était mon petit commentaire sur ce passage. Eh ben, on ne l'avait pas vu. La moi-même, j'avais dit. C'est beau les chiens noirs de la Il était passé inaperçu celui-là. Alors, l'un des derniers mots de votre roman, c'est le mot dissidence. Ouais. Et vous avez volontiers que vous écrivez justement pour faire bouger les lignes. Est-ce que vous êtes une dissidente? Et quel genre de dissidente êtes-vous? Alors, non, pas du tout. Moi, j'ai vraiment une vie très rangée. Et je ne suis même pas une militante. Alors, je vis avec des militants, donc je peux mesurer ce qui me sépare d'eux. Je salue et j'admire leur abnégation et leur dévouement. Mais j'en suis pas capable. En revanche, je suis capable d'écrire et j'espère que certaines des idées que je relis, des émotions que je peux faire naître, ont un poids et une portée politique. Mais ma vie à moi est extrêmement sage et conformiste. Mais quelle ligne votre littérature fait-elle bouger? En tout cas, quel est votre espoir quand vous écrivez? Parce que clairement, quand même, ça ouvre des horizons. Bah, déjà, dans la mesure où mes personnages, comme je disais tout à l'heure, viennent de la marge, il y a un espoir de visibilisation. Le fait d'en faire des personnages, c'est quand même les mettre sous le regard des lectrices et des lecteurs. Ne serait-ce que ça. Et puis, là encore, dans la mesure où j'essaie de montrer comme désirable les décors que la société met au rebut, j'espère là aussi renouveler ou faire un peu bouger des critères, des standards et des assignations qui sont pénibles. Mais voilà, je répète, je n'écris pas non plus de romans à thèse, je pars pas bien en tête en disant tu vas écrire un livre révolutionnaire avec 2-3 idées gauchistes. Non, enfin, c'est pas ça moi qui me met en route. Maintenant, j'accepte volontiers qu'on dise de mes livres qui sont politiques. J'espère qu'ils le sont, je souhaite qu'ils le soient, surtout en ces temps difficiles. Mais je ne peux pas dire de moi que je sois en dissidence. Très bien. Moi, je suis du bon côté du manche, en fait. Justement, je ne suis pas du tout du même côté que les personnages
que je fais vivre, agir, respirer, réfléchir dans mes récits. Alors, vous avez parlé de projet, vous êtes en train d'écrire un prochain roman, peut-être du théâtre encore, vous avez aimé cette expérience? Alors là, j'ai terminé depuis déjà quelques mois un livre qui paraîtra à la rentrée, mais sous pseudonyme. Ce sera un Rebecca Likeli. Il s'intitule Le Club des enfants perdus. Donc celui-là, il est écrit déjà. Enid Blyton. Comment? Le Club des 5. Oui, bah, Enid Blyton fait partie de mes influences romantiques. Bon, là, c'est un tout autre club, hein, vous verrez. Et puis, comme finalement, j'alterne entre ce que je publie sous pseudonyme et ce que je publie sous mon nom, bah là, je commence à réfléchir. C'est déjà que je vous parlais de Paul Valéry, de Mallarmé tout à l'heure. Je commence à réfléchir à un livre qui est loin d'être écrit, hein, qui est encore dans les larmes. Celui-là, s'il doit paraître un jour, paraîtra sous mon vrai nom, mais pas avant 2 ou 3 ans. On l'attend avec impatience en tout cas. Merci. En tout cas, celui-là, c'est vraiment, je pense, un roman nécessaire qu'il faut lire. Aussi bien pour son message très émancipateur, très libérateur, que pour sa prose qui est véritablement volcanique et poétique à la fois. Merci Emmanuelle Bayamaktam. Merci à vous Isabelle, merci à vous tous surtout. On retrouve Emmanuelle Bayamaktam en dédicace sur le stand de Calligramme. On se laisse quelques minutes pour respirer et puis c'était une excellente passerelle vers la poésie puisque là on va pouvoir écouter une petite heure de poésie en musique avec Christophe Lévy.